Alors, y a-t-il encore une dimension qu'il faut introduire? Ben oui, je l'ai dit au départ, on innove, le travail est devenu une compétence collective, un investissement collectif, mais tout ça, il faut que ça crée du progrès collectif. Je peux innover pour innover, donner aux gens une capacité d'émancipation, de créativité collective, c'est très bien, sauf si c'est au service de quelque chose qui nous détruit. Voilà. Donc cette intelligence-là, cette intelligence collective-là, elle ne peut pas être valable en elle-même. Et donc le critère de simplement, je dirais, du bouclage économique n'est pas un critère, n'est plus un critère suffisant. Et je veux être précis là-dessus. J'ai besoin d'oxygène pour respirer. Voilà. Nous tous, en 3 minutes, sans oxygène, nous sommes perdus. Donc on pourrait dire, qu'est-ce que l'humain? C'est la maximisation de la capacité à absorber l'oxygène. C'est pas faux pour nos poumons. Donc une bonne direction de la trésorerie, voilà, c'est son boulot. C'est son boulot. Mais c'est un peu faux si on doit parler de mon action ou de l'action de n'importe qui. C'est au contraire, là c'est le sens qui revient. C'est la capacité à agir, à s'inventer un futur, etc. Et donc vous voyez que les deux changements qu'on a vus, à la fois le modèle edisonien et le modèle de Vinit-Nayar, n'a de portée que si il est au service du progrès collectif. Alors, il me faut des exemples. Je vous ai promis des exemples. Eh bien là, je ne vais pas aller les chercher dans l'histoire ancienne. Je ne vais pas aller les chercher dans cette merveilleuse Inde qui est capable toujours de nous étonner. Mais je vais aller pas loin d'ici, pas loin de Rouen, dans notre belle Normandie, et je vais vous parler de Nutri-Sect. Alors, le conflit d'intérêts m'impose de vous dire que j'ai un partenariat avec Nutri-Sect, dont vous pouvez tout à fait vérifier que l'École des Mines et Nutri-Sect sont de vieux partenaires. Et je m'en réjouis et je m'en félicite. Parce que c'est une histoire absolument extraordinaire. Ce n'est pas l'histoire d'un ogre des GAFAD que je vais vous raconter, c'est plutôt comment une entreprise de taille moyenne, familiale, a contribué certainement bien plus qu'on peut l'imaginer au progrès humain. Et le progrès humain le plus élémentaire, c'est-à-dire la lutte des plus faibles contre la malnutrition. C'est une très belle histoire, je vais la résumer. Dans les années 80, Michel Lescane, qui est un spécialiste d'agronomie et notamment du lait et de l'alimentation par le lait, va développer l'idée qu'il y a certainement la possibilité de construire des formules d'alimentation adaptées à ces situations de malnutrition aiguë qu'il découvre, qu'il rencontre. Et ce sont le plus souvent des enfants qui n'ont pas mangé ou très peu mangé pendant quelque temps. Donc déjà, leur système digestif est très fatigué. Et pour les renutrir, il faut énormément de conditions. Et les échecs sont multiples. Et les échecs, ce n'est pas les échecs des mamans. Parce que par exemple, si on donne aux mamans un riz qu'il faut faire cuire dans de l'eau, encore faut-il avoir de l'eau, encore faut-il avoir le moyen de la cuisson. Et puis si j'ai de l'eau, si cette eau elle est polluée, je vais aggraver la situation. En plus, les enfants malnutris, il faut les nourrir de manière continue. Toutes ces découvertes vont être faites par l'équipe de Michel Lescane et de son entreprise, en travaillant avec des ONG, en travaillant avec des spécialistes, des médecins sur place. Ils découvrent le besoin d'une renutrition en continu. Et probablement un des produits les plus géniaux qu'ils ont développé, ils ont développé beaucoup, c'est le Plum Peanut. C'est une marque, mais rassurez-vous, vous ne trouverez pas ça dans les supermarchés. Et c'est tout simplement quelque chose qui répond à la fois à des besoins médicaux et à la situation locale. Et c'est ça qui est extrêmement important. Si vous voulez, ce n'est pas une révolution médicale, c'est une révolution médicale dans le contexte d'usage et d'utilisation. Et c'est grâce à cette association, et vous voyez, c'est aussi ça la force d'une entreprise, c'est de mettre la science au service d'un usage très particulier. C'est ce mélange-là qui sauve les enfants. Alors, ce produit, c'est une espèce de pâte. Vous pouvez aller sur Internet le voir. C'est une espèce de pâte à modeler, un peu farineuse, mais
qui a une très bonne odeur de noisette, un petit goût de Nutella, etc. Et qu'on peut donner à l'enfant. Et l'enfant, ben, il en fait ce qu'il veut. Il peut jouer avec, il peut se barbouiller, on l'allume à côté, et quand il dort, il apprend un peu. Donc en fait, c'est un système d'alimentation en continu. Il va tout le temps en manger un peu, et c'est cet dosage, petite quantité en continu, qui va lui permettre de petit à petit reconstituer son cycle digestif et de se renutrir progressivement. Et à qui ces produits sont-ils vendus? Ils sont vendus aux ONG. Et les ONG, elles en ont besoin quand? Elles en ont besoin quand il y a des famines. Donc ça suppose un système de production extrêmement agile. Donc ça suppose un investissement qui sait qu'il aura tout d'un coup des besoins extrêmement forts. Voilà. Et donc c'est pas, comme on dirait aujourd'hui, un loading permanent de la charge de l'usine qui va être possible. Au contraire, il faut se préparer à ces à-coups et être capable de construire un écosystème qui permet ces à-coups. Et puis, ce produit, il va cibler une situation particulière, mais très vite on s'aperçoit aussi que Nutri7 s'aperçoit aussi qu'il faut aller vers de la prévention, il faut essayer d'éviter d'en arriver là. Donc le passage, si vous voulez, de la lutte contre la malnutrition à l'autonomie nutritionnelle, c'est-à-dire trouver des manières de nourrir ces populations en continu, de manière à ce qu'elles ne tombent pas dans l'aiguë. Et là, si vous voulez, je pense que ce qui a été intéressant, c'est que cette entreprise qui s'était donnée en quelque sorte cette mission, cette vocation à la fois d'innovation et humanitaire, elle va faire deux choses. La première, c'est qu'elle va essayer aussi de construire cette capacité de production un peu partout dans le monde, c'est-à-dire se rapprocher le plus possible et donner aux locaux la possibilité de produire les pâtes en question, et ce qui permet d'être à la fois plus près du terrain, mais aussi de réagir plus vite aux situations. Donc un réseau mondial de producteurs, des relations avec la plupart des laboratoires mondiaux du monde sur la nutrition. Je vous passe tous les prix qu'ils ont pu avoir. Et lorsque, dans nos dialogues avec eux, on a commencé à parler de société à mission, d'objets sociaux étendus, eh bien, je dirais que Michel Lescane et Isabelle Lescane sont immédiatement venus nous dire on a envie d'essayer ça parce que ça nous correspond. Et vous voyez, je crois que là, finalement, on a inventé ensemble, eux nous apportaient ce réel que nous découvrions, nous chercheurs, et nous, ça nous permettait de penser que le cadre qui allait devenir la société à mission plus tard, hein, c'est pour ça qu'ils ont gardé à la fois parce que c'était les premiers, ils ont gardé l'idée de l'objet social étendu, qui était le concept qu'on avait utilisé dans les années 2015, et ils sont devenus une des premières sociétés à mission, on va dire, de France.